Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des aventures de G-Man, je suis G-Man et si on se retrouve aujourd'hui c'est pour parler d'une série, une série que j'attendais fortement en ce début d'année 2019 puisqu'on va parler de Umbrella Academy. Umbrella Academy, hop, issu du comics éponyme, pour le moment en 2 tomes, la suite devrait arriver très prochainement, qui est dessiné par Gabriel Bá et surtout scénarisé par Gérard Way, qui est, pour si le nom vous dit quelque chose, c'est normal. C'est le chanteur du groupe My Chemical Romance. Voilà, donc quelqu'un qui est vraiment très ancré dans la pop culture. Et donc cette série qui est disponible sur Netflix. Donc, comme vous avez pu le comprendre, je suis très fan de My Umbrella Academy et j'attendais cette adaptation avec impatience. Et que peut-on en penser? Eh bien tout simplement, on va faire très rapide. C'est une très très bonne adaptation. Ça retranscrit plus ou moins bien ce qu'on peut retrouver dans le premier tome, et en prenant beaucoup d'éléments du deuxième, et ça va juste ça me poser une petite question pour la fin de la série, mais allons-y progressivement. De quoi ça parle Umbrella Academy? Eh bien tout simplement, Umbrella Academy part d'un postulat très simple. Lors de l'année 1989, exactement au même jour, au même moment, 47 femmes vont accoucher au même instant. Là vous allez me dire, oui, fait du hasard, mais ces femmes n'étaient pas enceintes en fait. Et elles vont toutes accoucher sans avoir la moindre trace de grossesse sur elles ou quoi que ce soit. Une bonne partie va même être vierge en fait. Et vont accoucher d'enfants. Et là-dessus, un richissime inventeur et homme de science va décider d'adopter le maximum de ses enfants, sentant venir un avenir cataclysmique. Il sent que ses enfants sont destinés et prédestinés à faire de grandes choses. Et en effet, bon nombre de ses enfants vont développer des capacités particulières. Et donc, ce père de famille, qui est loin d'être un père de famille modèle, va éduquer 7 de ses enfants dans le but de développer leurs capacités pour éventuellement sauver le monde un jour. Et donc, on va devoir suivre le fonctionnement de cette famille plus ou moins dysfonctionnelle, hein, puisqu'elle n'a de famille que le nom, quoique, on va en parler un peu plus. Et la série débute à la mort, justement, de ce patriarche, et donc au regroupement de ces jeunes aux capacités extraordinaires qui vont se retrouver après une explosion de leur famille. On apprendra pourquoi doucement dans la série. Donc comme je vous dis, c'est que sur le papier, ils n'ont de famille que de nom, hein, mais très rapidement, dans le jeu, dans l'écriture, on voit qu'il y a quand même des liens entre eux. Alors quand on parle de liens, effectivement, il y a eu un petit souci, il y a un truc un peu gênant au niveau des liens, notamment entre deux des membres, mais on sent qu'il y a quand même une cohésion entre eux. Il y a quand même s'ils se mettent sur la gueule, quand il y a un des leurs qui a un souci, ils se foncent tous dans le tas pour essayer de le sauver. Ces enfants ont grandi sans nom, en fait. C'est pas très bien expliqué dans la série, mais ils ont tous grandi avec un numéro, et en fait se trouveront un nom bien plus tard, en commençant à s'émanciper de leur père. Donc on va présenter déjà les 7 membres de la famille et leurs capacités. Alors je vais faire un petit aparté à chaque fois parce que leurs capacités varient entre le bouquin et la série. Ils ont été très fortement, comment dire, leurs pouvoirs ont très fortement été affaiblis dans la série pour que ce soit un petit peu plus réaliste et un peu plus, qu'il y ait moins de facilité pour eux. On a donc le numéro 1, c'est Luther. Le numéro 1, c'est le chef, c'est le leader, c'est le chouchou du père, et ça va provoquer beaucoup de tensions avec les autres. Dans le comics, ils ont des noms de super-héros qui ne sont pas employés dans la série, donc je vais vous les donner parce que je peux très bien me tromper et les appeler comme ça dans le reste de la chronique. Donc Luther, c'est Space Boy. Donc il est super fort, super résistant et peut voler. Dans la série, sur Netflix, il est juste très fort et résistant. Hein. On lui avait les capacités de vol parce que budget, etc. Le numéro 2, c'est Diego. Diego, qui là nous est présenté comme une espèce de leader, qui n'a pas pu prendre sa place, hein, puisque c'est son frère, le chouchou, le numéro 1. Et donc son nom de super-héros, c'est Kraken. Et il nous est présenté comme quelqu'un d'extrêmement agile avec les armes blanches, qui peut en faire un peu ce qu'il veut, un petit peu, si vous avez la référence, désolé, à la Wanted,
il lançait des couteaux courbes, etc. Dans le comics, en plus, même si c'est pas utilisé du tout, il est présenté que Diego a la capacité de retenir sa respiration indéfiniment. Voilà, c'est une espèce de, si vous voulez, une espèce de Punisher qui continue à combattre le crime en mode vigilante sur les toits, etc. Combattre la nuit, plus ou moins en parallèle de la police. Ouais. Numéro 3, c'est Allison, c'est Rumeur, et c'est celle qui a un des pouvoirs les plus pétés, je trouve, dans la série. C'est celle qui peut justement lancer des rumeurs. Il suffit qu'elle commence une phrase par « j'ai entendu dire que » ou « il y a une rumeur qui circule disant que » et tout ce qu'elle pourra dire derrière s'avérera exact, réel. Peu importe ce que ce soit, c'est très très pété comme pouvoir. Voilà. Et elle va s'en servir beaucoup, notamment pour développer une carrière personnelle, pour devenir actrice, influenceuse, etc. Le numéro 4 est mon personnage préféré, c'est Klaus, Séance, qui est le médium du groupe, médium qui voit les morts, qui peut communiquer avec eux, et du coup ça a provoqué énormément de troubles psychologiques chez lui, parce que les morts viennent le hanter, c'est une sorte de porte entre les deux mondes, et du coup, pour calmer ça, il a commencé à plonger dans toutes les drogues qui lui tombent à portée de main, il fait cure de désintox sur cure de désintox. Dans le comics, en plus, il a des pouvoirs télékinésiques, très puissants, c'est un des super-héros les plus puissants du monde, mais il s'en sert très peu. Et là dans la série, ça a totalement été supprimé. Et si le personnage vous dit quelque chose, c'est normal. Il est joué par Robert Sheehan, donc si vous avez une connaissance un petit peu des séries de super-héros, ou simplement une adolescence heureuse, vous devez le connaître parce que c'était le héros de Misfit. Misfit, oui. Donc si vous avez vu Misfit, vous voyez comment il peut jouer, et il s'en donne à cœur joie avec le personnage de Klaus, qui est selon moi le meilleur personnage de la série. Et puis on arrive rapidement sur le numéro 5, qui lui n'a pas de nom. Numéro 5, c'est la personne qui peut se téléporter dans le temps et l'espace, et qui va apparaître rapidement dans la série, et on apprendra qu'en fait il s'est barré dans le futur à l'âge de 13 ans, et donc toute sa famille le croyait mort, mais il va revenir là pour les aider. Il va revenir pour les aider et annoncer l'intrigue de la série, à savoir « Hey, il faut sauver le monde !» Étonnant dans une série de super-héros, vous allez me dire. Ah, c'est novateur, personne n'a jamais fait. Et la particularité de numéro 5, c'est qu'en fait il a vécu bon nombre d'années dans le futur, et que le seul moyen qu'il a trouvé pour revenir à notre époque, c'est transférer directement sa conscience. Donc c'est-à-dire que psychologiquement, il a 58 ans, et il se retrouve à bouger dans le corps d'un gamin de 13 ans, en fait. Donc voilà. Et donc c'est à la fois le personnage le plus mature et réfléchi, et qu'on prend le moins au sérieux de la série. Voilà. Le numéro 6, Ben, qui s'appelle Horreur dans le comics, et qui est un espèce de cliché de hentai japonais, à savoir qu'il se déplace il a des tentacules, et d'énormes tentacules surviolentes dans son estomac, et il les sort un peu à volonté, et vous vous attendez pas à avoir trop d'interaction avec lui dans le comics, puisque Ben est mort. Ben est mort avant le début de la série, c'est d'ailleurs un des éléments qui va scinder le groupe, en fait, qui va faire que la cohésion ne marche plus trop entre eux. Et dans le comics, on entend très peu parler, on sait juste qu'il est mort, et le truc qui est très bien utilisé et vachement intéressant dans la série, c'est un des éléments qui fait que la série est selon moi supérieure au comics sur bien des points, c'est que vu que s'il est mort, et que dans le groupe on a quand même un médium, le fantôme de Ben va être en permanence avec Klaus, en fait, et Klaus sera le seul à interagir avec lui, ses frères et sœurs ne sachant pas qu'il est présent, en fait. Et donc c'est très cool, ça nous permet d'avoir un personnage en plus, et de façon tout à fait justifiée. Et la dernière membre de la famille, c'est Vania, numéro 7, qui est présentée au début comme n'ayant pas de pouvoir, et la seule fille normale du groupe est totalement à part, en fait, et isolée. Elle n'avait pas le droit d'aller en mission avec ses frères et sœurs, son père l'a bridée, et l'intérêt de la série est de savoir pourquoi, en fait, et pourquoi elle n'a pas de pouvoir, et pourquoi elle a quand même été adoptée. Voilà, donc, comme vous avez pu le voir dans la description de ce que j'ai dit, notamment quand je parlais du personnage de Ben, et en fait, le comic, c'est un comics très court,
où on n'a pas, la possibilité d'avoir... Enfin, on a conscience qu'il y a un univers étendu derrière, que l'univers est très large, il a l'air très cool, très très fun, mais il n'y a pas grand chose qui est développé. Et bien cette série, ce format d'une dizaine d'épisodes nous permet de survoler la majorité du comics, en fait, la majorité des arcs narratifs développés dans le comics, et d'en développer plein d'autres, et de façon totalement legit. Hein. Le personnage de Ben passe très bien, c'est cohérent, le fait que les personnages aient des pouvoirs amoindris fait qu'il y a le moindre ennemi qui est en face d'eux se fait pas éclater en 2 secondes. Voilà, et on peut développer la psychologie de plein de personnages du coup, et même de méchants. Le bad guy de la série est développé alors qu'il est présenté comme étant juste un bad guy vraiment unidimensionnel dans le comics. Donc, pour faire plus simple et faire très court, je vous conseille Umbrella Academy. Je vous conseille cette saison 1, et je dis bien saison 1 parce que la série se termine sur une espèce de cliffhanger, apparemment. Apparemment, le Real compte faire 4 saisons, et c'est ce qui est un peu inquiétant parce que, comme je vous ai dit, hein, on a survolé quasiment l'intégralité de ce qui a été fait en comics. Donc ouais, je sais pas trop sur quoi il peut partir derrière, mais ça présage que du bon. Donc voilà, je vous conseille de voir Umbrella Academy, foncez. Cette série a une réal qui est super cool. Elle défonce la majorité des séries qui sortent actuellement de super-héros, ou même séries normales. Elle a une BO géniale. Franchement, la BO est fantastique. Si vous voulez vous faire une idée, ça m'a fait découvrir énormément de sons super cool, redécouvrir pas mal de sons que j'avais oubliés. Et l'une des scènes les plus mémorables pour moi, c'est une des scènes qui est dans la bande-annonce, qui est la scène de danse, hein, quand tous les membres de la famille se retrouvent à la maison et se relâchent un petit peu après les retrouvailles et l'annonce de la mort de leur père. Et cette scène est super cool, je me la repasse régulièrement. Voilà. Donc je vous conseille de regarder Umbrella Academy. Ça fait 50 fois que je vous le dis, mais parce que c'est un vrai gros coup de cœur. Et en attendant une éventuelle suite, que j'espère rapide. Voilà. Sur ce, je vous répète pas le temps habituel. Commentaires, like, abonnement. Facebook, les aventures de G-Man. Et à très vite.